Vous regardez 64 minutes et comme tous les vendredis, je vous propose de retrouver la bande d'Allons-y Franco. C'est le nouveau rendez-vous de votre émission et chaque semaine, nous retrouvons donc des journalistes venus de toute la francophonie pour un regard croisé sur l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes avec André Crétenant. Bonsoir. Bonsoir. Qu'on connaît bien à TV5 Monde puisque vous avez été le directeur de l'information et vous êtes aussi l'ancien responsable des informations internationales à la radio-télévision suisse, dont vous allez incarner la Suisse. Aujourd'hui, vous devez prendre le camp de la Suisse. Frédéric Arnoux, correspondant Europe de Radio-Canada, merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi en direct avec Pierre Kroll, dessinateur, caricaturiste belge. Merci d'être avec nous, Pierre. Vous êtes depuis la Belgique, évidemment. Et enfin, Stéphanie Despierres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste de LCPAN, la chaîne parlementaire. Et là, tout le monde a compris de quoi nous allons parler. Le sujet qui s'est imposé, évidemment, c'est la crise politique française. Sébastien Lecornu 2. Eh bien, le Premier ministre français a échappé à 2 motions de censure jeudi. Ça s'est passé à quelques voix près. Et bien sûr, c'est lié à cette décision. Je proposerai au Parlement, dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Suspension de cette réforme emblématique d'Emmanuel Macron. Alors vendredi dernier, Frédéric Arnoux, vous étiez déjà sur ce plateau. Vous nous aviez dit, moi je suis ce feuilleton politique un peu comme une série télévisée avec le popcorn. Donc en termes de rebondissement, vous n'êtes pas déçu? On n'est pas déçu, parce qu'en fait, dans le fond, c'est un sursis qu'il a réussi à avoir, M. Lecornu. Ça reste quand même la marche un peu d'un condamné quelque part, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Au moins, il a déjà battu son record de 14 heures et quelques minutes, donc c'est déjà pas mal. Mais il reste que c'est un petit bonbon qu'il a distribué comme ça du côté du Parti socialiste. Après, les autres commencent à frapper à la porte et continuent d'essayer de le faire tomber de son socle avec des procédures de destitution, avec des votes des motions de censure. Mais il a gagné une petite étape. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps, c'est vrai, un Premier ministre en sursis? Alors Stéphanie Despierres, vous les voyez, vous les côtoyez, les députés. Est-ce qu'ils s'attendaient à effectivement, cette annonce quand même assez choc, même si c'est pour gagner du temps? Alors, c'est quelque chose que le PS réclamait depuis longtemps. On sentait que c'était un peu dans les tuyaux. On comprenait que c'était le président de la République qui bloquait, parce que ça revenait à dire qu'on abandonnait la réforme emblématique du quinquennat Macron. Et donc, du coup, on se disait, est-ce que cette fois, parce qu'il y avait eu des tentatives, des discussions intenses au moment du gouvernement de François Bayrou entre les socialistes et le Premier ministre, mais jamais les négociations n'atterrissaient et jamais ce verrou-là n'était débloqué. On sentait que ça pouvait emporter complètement l'adhésion des socialistes. C'était la condition sine qua non pour qu'ils disent OK, sa dernière carte, on ne censurera pas un gouvernement si le gouvernement vient à l'Assemblée nationale dire je suspends la réforme des retraites. Mais jusqu'à quelques minutes avant, les socialistes n'avaient aucune certitude et ils attendaient ces mots magiques, la suspension complète de la réforme des retraites. Et cette fois, c'est la bonne. C'est la bonne et Emmanuel Macron a dû s'expliquer. Il a reçu effectivement ses plus proches et aussi tous les macronistes. Il a dit c'est douloureux pour nous tous, mais il fallait ce compromis. Alors il fallait ce compromis, André Crétenant, vous connaissez bien la vie politique suisse, mais aussi française. Ça vous surprend que là, Emmanuel Macron, il lâche sur ce point-là qui était important? Oui, surpris quand même, parce que, cela dit, il y a un péché originel. C'est-à-dire le fait que cette réforme des retraites n'a pas été votée. Il y a eu le 49.3 et donc cette réforme a été imposée, malgré les manifestations et malgré le fait qu'il n'y a pas une majorité dans le pays pour accepter cette réforme. Et donc il est au purgatoire aujourd'hui, avant peut-être de tomber en enfer. Et en tant que Suisse, évidemment, ce qui m'a frappé, c'est la question du compromis, puisqu'on ne cesse de parler du compromis, quoique en France, on a tendance à parler plutôt de ligne rouge que de compromis. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que en France, le mot compromis sonne comme compromission. On vous explique toujours que si on fait un compromis, on perd quelque chose. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, mais aussi... Ce qui n'est pas le cas en Suisse, effectivement. Et en Suisse, on boit du compromis toute la journée au niveau communal, jusqu'au gouvernement fédéral. On est tout le temps dans la question du compromis. Le compromis en Suisse, ce n'est pas quelqu'un qui lâche, c'est 2 partis, deux opinions, et tous les deux sont gagnants. On est dans une situation win-win, si j'ose.
Gagnant-gagnant. Alors, sur une chaîne francophone. J'ai fait exprès. Gagnant-gagnant. Et donc, d'une certaine manière, le Cornu, il va dans cette voie-là. Et peut-être que vous avez vu que Bruno Le Maire, ministre éphémère de la Défense, qui donne des cours maintenant à Lausanne, à l'université de Lausanne, ce qui a provoqué la démission. Il donne des cours et il prend des leçons. Il prend des leçons aussi. Et il prend des leçons de démocratie, puisqu'il a expliqué dans une interview qu'on devrait prendre modèle sur la Suisse et sur sa manière de gérer le compromis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Je n'aurais jamais osé le dire moi-même. Alors, je pense que Pierre Kroll, lui aussi, connaît ce sens du compromis qui existe en Belgique, évidemment. Alors, on parlait d'un condamné à mort avec Frédéric Arnoux pour Sébastien Lecornu. Vous avez plutôt préféré l'équilibriste, la corde raide. On va voir ce dessin que vous avez dessiné. Pour vous, là, effectivement, il est en mauvaise posture, Sébastien Lecornu. Donc, ce compromis, ce n'est pas du tout une compromission en Belgique. Pour vous, les Français, ils font tout à l'envers ? Oui, on a un peu l'impression que vous faites les choses à l'envers. Je dirais en tout cas comme Frédéric Arnoux, qu'on a suivi la journée de jeudi à la télévision comme quelqu'un qui allait tenter une performance, celle de tenir à quelques voix près sur son fil. Là, on ne le voit pas, mon dessin, mais enfin, vous devinez, c'est un funambule sur le fil au-dessus de l'Assemblée. Et ce qui nous amusait un peu en Belgique, c'est qu'on ne l'aurait jamais appelé ce monsieur Premier ministre, ni même la première fois, parce qu'on a le sentiment en Belgique que vous faites les choses à l'envers. Le président nomme un Premier ministre qui n'a encore absolument pas la certitude d'avoir une majorité derrière lui pour quoi que ce soit. Et il nous paraît plutôt logique, on n'a pas de leçon à donner au grand pays qu'est la France, mais ça nous paraît plus logique de faire, de chercher d'abord. Donc nous, on l'aurait appelé formateur, si vous voulez, ou informateur. On avait beaucoup de noms comme ça. Je peux m'étendre plus tout à l'heure. On a même parlé de démineurs. Pour rire, on disait décapsuleurs. Donc vous voyez ce que je veux dire. Chaque fois que la situation est bloquée, le roi nomme quelqu'un qui va tenter de voir ce qui est possible. Et puis s'il y arrive à marier des partis ensemble, alors on le nomme formateur. Comme son nom l'indique, il va former un gouvernement et il est nommé Premier ministre et il a son gouvernement. Et vous faites à l'envers. Vous nommez le Premier ministre et il a personne. Et il n'est pas sûr qu'on va le laisser aller plus loin. Donc vous proposez un peu sourire. Voilà, la méthode belge pour... Enfin, vous aussi, vous avez eu beaucoup de gouvernements, puis ça a pris parfois beaucoup de jours avant de trouver la bonne personne. Ah oui, j'ai pas dit que le système marchait fondamentalement bien, mais en somme, ça revient à peu près au même. Le record, nous, de recherche de formation d'un gouvernement, vous l'avez peut-être appris, c'était 541 jours, pendant lequel le gouvernement sortant est en affaires courantes, comme on dit, il reste en place. Et pendant 541 jours, on essaie de voir est-ce que machin peut s'entendre avec truc et machin avec machin, etc., pour faire un nouveau gouvernement. Mais chez vous, en somme, ça fait combien? 1 an et demi que par contre, vous nommez un Premier ministre qui tombe, vous en nommez un autre qui tombe, voilà, on en est à 4. Voilà, on en est à 4 pour l'instant, dont un dont c'est la deuxième édition. Frédéric Arnoux, il y a au Canada aussi, parfois, alors on réfléchit avant, on discute, le compromis, c'est quelque chose qui est dans votre ADN? Mais c'est parce que de plus en plus, ça devient difficile maintenant d'avoir des gouvernements avec des fortes majorités. Alors là, ça fait quelques fois au Canada, de façon assez récurrente, qu'on a des gouvernements minoritaires. Et donc, pour l'instant, on a un gouvernement libéral qui essaye de gérer. Il lui manque 2-3 sièges, donc il faut convaincre un autre parti de pouvoir s'entendre pour faire passer des réformes, pour faire passer des projets de loi. Donc je pense qu'on n'a plus trop le choix. Il faut garder le compromis. Et on ne voit pas, on a l'impression que le compromis, en fait, c'est comme vu comme une faiblesse ici. Par rapport, en plus, moi, j'ai la double nationalité et belge et canadienne, donc je viens du pays du compromis, donc je connais bien ça. Ceci dit, c'est vrai que ça marche plus ou moins. En fait, je pense que c'est l'ère du temps qui fait que maintenant, même les compromis, ça devient difficile dans des pays comme la Belgique, parce que là, j'étais à Bruxelles hier pour faire un reportage. Des grosses manifestations oui, cette et semaine. puis surtout, la région bruxelloise, donc il y a le fédéral, il y a les régions bruxelloises, flamandes et wallonnes, et pour l'instant, la région bruxelloise n'a pas de gouvernement depuis presque 500 jours. Parce qu'il y a justement ce refus de faire des compromis avec les autres pour des raisons linguistiques, des raisons politiques, etc. Mais c'est dans l'air du temps. Ça devient difficile maintenant que les gens se parlent et arrivent à trouver des terrains d'entente. Et alors nous, c'est pas... Enfin, nous, je dis nous, mais en France, c'est pas du tout l'ADN, Stéphanie Despierres. On le voit bien, compromis, compromission. On voit bien que c'est pas l'ADN et on voit bien surtout qu'on cherche le mode d'emploi parce qu'en fait, Sébastien Lecornu a été nommé. Pendant 3 semaines, il était chargé de négocier avec les groupes parlementaires et les partis politiques, ce qu'il
a fait, mais ils n'arrivaient pas à atterrir dans une négociation. Il y a par exemple Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, qui était Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui avait proposé un peu ce genre de système, c'est-à-dire de nommer un négociateur qui ensuite ne serait pas forcément Premier ministre. Bon, son idée n'a pas été reprise, mais c'était un peu le rôle de Sébastien Lecornu, mais jusqu'à ce moment de crise et jusqu'à ce qu'en fait le président de la République lui laisse le droit de lâcher sur la suspension de la réforme des retraites, eh bien on n'arrivait à rien. Et là, on va voir pendant le débat sur le budget, parce que Sébastien Lecornu, ça commence la semaine prochaine. Les socialistes ont dit, on n'a pas censuré cette fois, mais dans le budget, il y a énormément de choses qui ne nous conviennent pas. On va négocier, on va discuter, et la discussion va être très âpre, et c'est là qu'on va voir si dans tous les partis on arrive à sortir du compromis et à changer un peu la culture politique française. Voilà, donc ça c'est le défi qui attendent les députés notamment. Vous l'avez dit, c'est Emmanuel Macron qui a donné son go pour le suspendre cette réforme. On peut se demander si la figure présidentielle est abîmée aujourd'hui. Vous avez peut-être vu cette séquence au sommet de Sharm el-Sheikh, c'était lundi, donc au sommet de la paix pour Gaza. On va la regarder ensemble. Ou pas. Alors, on était censé regarder cette... Alors, vous l'avez peut-être suivi, c'est-à-dire Donald Trump qui ironise un peu en se disant mais où est Emmanuel Macron? Parce qu'il n'est pas sur l'estrade avec tous les autres dirigeants. Alors, je ne sais pas si Donald Trump suit effectivement toute l'actualité politique française, mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose quand même du fait que Emmanuel Macron, là, il sort très fragilisé. Et je rappelle ce sondage, 68% des Français favorables à une élection présidentielle anticipée. On sent qu'il cristallise les tensions. Frédéric Arnaud. Mais c'est une fin de règne un peu triste dans le fond. S'il était aux États-Unis, on l'appellerait un lame duck president. Donc c'est un canard boiteux en fait qui il est condamné à quitter son poste donc en 2027. Donc là le problème c'est d'essayer de sauver son héritage politique parce que bon il a un peu révolutionné le système avec un nouveau parti etc. Mais là c'est compliqué de sauver son héritage politique alors que la réforme des retraites c'était quand même être censé. Mais c'est ça. Donc là ça devient difficile pour lui de sauver un peu la face par rapport à tout ça. Et donc, on ne sait pas trop ce dont on va se souvenir, en fait, après Macron, après son passage. Et je pense qu'il est dans cet aspect-là. Qu'est-ce que je fais pour essayer de sauver un peu les meubles et éviter que, bon, finalement, il arrive à devenir le président qui aura, en quelque sorte, contribué à la montée de l'extrême droite et même peut-être à l'entrée au pouvoir de l'extrême droite en France. Ce qu'il voulait surtout éviter. André Crête-Nant, effectivement, un pouvoir trop solitaire, trop centralisé, trop royal. Il y a beaucoup de critiques qui reviennent avec parfois des couvertures. Je pense à l'hebdo le 1 qui dénonce cette hyper-présidentialisation. Bon, c'est le système politique français qui est comme ça. Le président est un roi, il décide de tout, il nomme tout le monde. Simplement, Macron a peut-être poussé un peu plus le système. Mais je ferai une différence entre la politique intérieure et la politique extérieure. Je pense qu'alors oui, j'ai vu la séquence avec Trump où Trump le traite de manière mi-figue, mi-raisin. Mais c'est la position de la France. C'est pas Macron lui-même, c'est la France qui est une puissance moyenne, pourrait-on dire, qui essaye de jouer un jeu au niveau européen, qui essaye malgré tout... Qui a quand même été assez présente sur la reconnaissance de l'État palestinien, qui a été chef de file. Et donc je pense qu'il cherche moins à sauver son quinquennat que de jouer un rôle au niveau international, de marquer plutôt le rôle de la France, de faire en sorte que la France garde un certain rôle au niveau des affaires internationales. Ce serait moi, je pense qu'il y réussit pas si mal, même si les Européens ne l'aiment pas trop parce qu'il parle beaucoup, il veut toujours être le premier, il veut être... à Sharm el-Sheikh, il était le premier à dire « j'y vais ». Et donc, les Européens ne l'aiment pas beaucoup de ce point de vue-là. Il souffre un petit peu de ne pas être modeste. Pas être modeste. Alors, Pierre Kroll, vous allez plus loin. On a parlé de roi, effectivement. Alors, on va voir ce dessin où vous avez le roi des Belges, effectivement, qui est là, avec le roi, un autre roi, donc Emmanuel Macron. On va découvrir ce dessin avec cette perruque à la Louis XIV. Alors, vous dites, effectivement, c'est ça le problème des Français, c'est que le roi, c'est le président. Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais parfois des explications comme ça très imagées, puisque c'est mon métier. Vous, en France, vous aviez un roi, vous lui avez coupé la tête, mais le trône est là et le trône est vide. Donc tout le monde veut se battre pour l'occuper, le trône. En Belgique, on a mis un roi sur un trône
Et si je peux m'exprimer ainsi, on lui a coupé les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc le trône est occupé. Personne ne peut prétendre devenir le chef de l'État en Belgique, à moins d'être le fils ou la fille du roi, c'est tout. Donc c'est réglé, et c'est réglé pour des générations futures. Mais en même temps, personne n'en a très envie, parce qu'il n'a vraiment aucun pouvoir. La Constitution belge dit le roi règne, mais ne gouverne pas. Alors c'est un système qui a l'air extrêmement absurde, mais lorsqu'on vous voit, on ne se sent pas ridicule tout d'un coup à avoir ce système-là, parce qu'il a une certaine efficacité. Nous, le roi, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée, par exemple. Comme ça, comme quand il en a envie, comme Macron, l'Assemblée, elle peut être dissoute, bien sûr, mais par elle-même, lorsqu'il n'y a plus de majorité pour faire avancer les décisions. Donc on est dans un système réellement parlementaire, et le roi a un rôle un peu en quelque sorte de notaire. Quand il nomme un Premier ministre, c'est parce que les informateurs dont j'ai parlé aboutissent à une coalition. Si j'avais le temps, je vous expliquerais notre créativité pour nommer nos gouvernements. Oui, Arizona, Vivaldi, c'est impressionnant. Mais on n'a pas vraiment le temps. Suédoise, des mots absurdes comme ça. Voilà. Oui, on a un système absurde qui a une certaine efficacité. Voilà, nous on est beaucoup plus basique, le cornu 1, 2, pourquoi pas 3, 4. Mais juste la destitution ou alors une élection anticipée, Édouard Philippe, qui est censé être un proche d'Emmanuel Macron, l'a redit hier, il faut une élection présidentielle. C'est anticipé, ce serait le pire du pire selon vous, brièvement, un petit tour de table, Stéphanie? Ça paraît compliqué parce qu'en fait, moi je trouve que ça porterait atteinte aux institutions et c'est un préalable qui ouvrirait la suite et ce serait à mon avis très compliqué et connaissant Emmanuel Macron, le chef de l'État, ça paraît de toute façon très peu probable qu'il démissionne. Les tentatives de procédure de destitution n'ont pas fonctionné, donc voilà, ça me paraît assez irréalisable, j'y crois pas, mais par contre c'était spectaculaire d'entendre quelqu'un comme Édouard Philippe le demander et le dire, parce que normalement, à droite, eh bien, on respecte les institutions, etc. Et c'était vraiment une prise de distance extraordinaire avec le président de la République et avec un peu les institutions quand même. Bon, ça sera le mot de la fin. Vous reviendrez, vous êtes obligé de revenir dans Allons-y Franco pour la prochaine fois, parce que nul doute que ce feuilleton... politique va se poursuivre. Merci infiniment à vous trois qui êtes ici avec moi sur ce plateau et à Pierre Kroll pour aussi tous ses dessins et son langage fleuri d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous Allons-y Franco. C'est tous les vendredis, je le rappelle, à 18h30.